Gaby Briot, bonjour. Bonjour. Merci de nous aider à ce décryptage aujourd'hui de l'actualité du jour, à savoir que Louis Mapou donc, a été élu ce matin président du 17e gouvernement après 5 mois d'absence de gouvernement, avec les voix de l'UC. Donc il a remporté 6 voix sur les 11. Et donc c'est parti voilà, pour un nouveau gouvernement de plein exercice. Mais quelles sont les prochaines étapes, notamment en termes de vice-présidence? Les loyalistes ont annoncé qu'ils n'avaient pas présenté de candidat. Que va-t-il advenir de ces prochaines semaines sur ce sujet? Alors il faut espérer d'abord que ça va être un peu plus rapide que l'élection du président du gouvernement. 5 mois, c'était un record déjà. Alors, en théorie, il y a effectivement l'élection du vice-président. Alors, vous avez dit que les loyalistes ne présentaient pas de candidat. J'ai entendu qu'ils ne souhaitaient pas cautionner l'action de ce gouvernement. Mais je n'ai pas entendu l'Union calédonienne présenter un candidat. Et c'est la première fois que ça se passe depuis qu'existe le gouvernement. Il y a même eu dans tous les précédents gouvernements une compétition entre le candidat de l'UNI et le candidat de l'Union calédonienne. Aujourd'hui, le candidat de l'UNI, il est élu président du gouvernement. Le fait que l'Union calédonienne ne présente pas de gouvernement interroge. Voilà. Le président du gouvernement, de vice-président du gouvernement, cette situation interroge forcément. Traditionnellement, la vice-présidence revient quand même à l'opposition. Oui, mais traditionnellement, l'Union calédonienne est candidate. Et donc là, ça pourrait aller de soi. Et donc on va voir dans les jours à venir s'il s'agit simplement d'un malentendu, s'il s'agit d'une volonté de l'Union calédonienne de ne pas assurer la vice-présidence. En tous les cas, le gouvernement peut très bien fonctionner sans vice-président. C'est purement une fonction honorifique qui ne gêne pas le elle est purement honorifique, je peux vous l'assurer. Le vice-président, il a droit à un bureau au même étage que le président. Voilà la marque qu'on lui porte. On ne rechigne pas trop sur le nombre de collaborateurs qu'il négocie, puisque ça va faire partie de la suite. Et pour le reste, sa seule prérogative, c'est d'assurer la présidence du gouvernement lorsque le président n'est pas là. Sinon, c'est le doyen d'âge. En quelque sorte, il a les mêmes prérogatives qu'un doyen d'âge. Et quid de la répartition des portefeuilles? Alors ça, c'est beaucoup plus important, parce que le gouvernement, en l'absence de la répartition des portefeuilles, ne peut pas fonctionner. C'est le régime souvent analysé du contre-saint, c'est-à-dire que le président du gouvernement, il a ses pouvoirs propres, il est ordonnateur du budget, il est chef des services publics, il nomme aux emplois, il peut prendre des décisions en matière de coopération régionale, mais pour tout le reste, les secteurs sont attribués entre les membres de gouvernement. Il peut d'ailleurs lui avoir un secteur et donc il n'a pas besoin de contre-saint. Mais sinon, pour chaque décision du gouvernement, des arrêtés, des délibérations, des décisions du gouvernement, il faut le contre-saint du membre du gouvernement chargé du contrôle et de l'animation du secteur. Il y a une jurisprudence, il n'y a pas de contre-saint, l'acte n'est pas valable. Et souvent, cette répartition de secteurs fait quand même l'objet de passes d'armes. Alors, évidemment, la répartition des secteurs est importante. Elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on a un contexte politique particulier. Donc on peut imaginer d'abord que les indépendantistes vont vouloir se réserver les secteurs les plus sensibles et les plus importants. Qui sont lesquels? J'entends par là la fiscalité. Fiscalité parmi les plus importantes. Lié souvent à l'économie. L'économie, c'est la réglementation économique. Il faut entendre par là également le budget. Le budget, c'est évidemment, on en parle au début, au milieu, quand il y a le budget supplémentaire et à la fin, quand on vote le budget de l'exercice suivant. Mais le budget, c'est l'utilisation quotidienne des fonds publics gérés par le gouvernement. C'est aussi la répartition entre les différentes collectivités, et donc un secteur extrêmement sensible. Il y aura probablement la santé. Je dis probablement parce que rien n'est sûr. Moins sûr en tous les cas que la fiscalité et l'économie. Il y aura la santé parce que nous sommes toujours dans une situation sanitaire qui est préoccupante. Et puis, vous l'avez dit, il y a le secteur très sensible des mines avec des engagements très forts des indépendantistes, et puis une expérience de M. Mapou dans le secteur, puisqu'il a été
pendant plusieurs années directeur de la Sofinor et président du comité de direction de KNS. Et n'oublions pas qu'il fait partie de l'UNI, qui est le promoteur de la doctrine nickel, laquelle doctrine a été taillée en pièces par la Chambre territoriale des comptes. Donc, secteur du nickel sensible, mais avec un passé récent qui fragilise la position des indépendantistes. On va aussi attendre la destination du porte-parole, qui était jusque-là Christopher Gigès. À votre avis, ça pourrait être... Alors, le porte-parole du gouvernement, c'est l'apparition régulière à la télévision, devant les médias, etc. Et incontestablement, on le voit avec Gabriel Attal au gouvernement de la République, on l'a vu avec des porte-parole précédent. Sonia Backès a été, si je me souviens bien, porte-parole également. C'est une apparition importante auprès des médias. Porter la parole du gouvernement, ça peut donner aussi un certain poids politique individuel. Là, il s'agit d'une présidence indépendantiste. Dans la présidence de Thierry Santa, il y avait 2 porte-paroles. Il y avait un indépendantiste et un non-indépendantiste, en l'espèce, comme vous l'avez dit, Christopher Gigès. Est-ce que le nouveau gouvernement va renouveler cette expérience? Est-ce que les loyalistes vont souhaiter exercer un porte-parole là? Rien n'est moins sûr, mais ça fait partie des décisions, à mon avis, assez rapides que prendra le gouvernement voilà, dans les jours à venir et qui ont leur importance. Quid de la fixation du nombre de collaborateurs? Est-ce que c'est toujours la même d'un gouvernement à l'autre? Alors non. Il y a une souplesse là-dessus? Non, alors évidemment, tout le monde aura les yeux rivés sur le budget parce que tout cela n'est pas secret. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les médias, tout transpire. Et on ne peut pas faire d'abus dans l'utilisation des fonds publics pour le nombre de collaborateurs. Alors il y a une règle au gouvernement qui est de fixer un nombre de collaborateurs par secteur, et puis un nombre de collaborateurs pour le vice-président. Le président ayant, lui, davantage de latitude pour s'entourer de collaborateurs. Mais cette règle, elle a souvent été transgressée en fonction de la bienveillance que le président accorde à tel ou tel secteur. Mais c'est un domaine important. Alors Louis Mapou l'a rappelé ce matin, la collégialité va vraiment guider tous les principes de sa présidence, c'est ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'il peut y avoir des changements en interne qui changeraient par rapport à ça? Alors c'est ce que disent tous les présidents du gouvernement qui arrivent. Hein. La collégialité, c'est sacro-saint. Alors que la collégialité, c'est une réunion de travail. Hein. On a fait tout un plat sur le gouvernement collégial, mais toutes les assemblées sont collégiales. Une association de quartier qui a un conseil d'administration, elle est collégiale. Collégiale, ça veut dire qu'il y a un collège, et souvent on a confondu collégialité et consensus. La collégialité, c'est partager ses idées, et ensuite la décision, elle fait appel à une majorité, c'est toujours ce qui s'est produit. Donc ce qu'on appelle la collégialité, c'est un peu le partage des points de vue, des idées. Et donc traditionnellement, on a eu le gouvernement, mais il y a eu des exceptions. Il y a eu un moment... des relations très tendues au sein du gouvernement, entre les membres du gouvernement, où on s'abstenait pratiquement de collégialité. Donc il s'agit simplement d'une réunion, en général une réunion par semaine, où se retrouvent tous les membres du gouvernement, on examine les sujets de la prochaine réunion du gouvernement, on débat, on échange, on essaie d'avoir une position commune, et puis il peut y avoir des questions diverses. Alors, selon les présidents du gouvernement, la collégialité peut s'exercer autour d'un déjeuner, par exemple, c'est beaucoup plus convivial, ou au cours d'une simple réunion, et parfois la collégialité, elle peut être boudée par un certain nombre de membres du gouvernement. Alors, autre question, on avait entendu Samuel Nepéhoun de l'Union calédonienne dire qu'il démissionnerait. Qu'en est-il? Alors, il y aura des suites? Quand on connaît la personnalité de Samuel Nepéhoun, qui n'est pas issu du sérail politique, qui a eu un parcours tout à fait atypique, il a déjà été sollicité, il faut savoir, dans le passé, pour être membre du gouvernement. Il a toujours décliné l'offre. Je pense que cette fois-ci, il se sentait prêt. Il a avancé en âge, il a avancé en expérience professionnelle, il a exercé une responsabilité sociale très particulière qui est la présidence du MEDEF. Pour un indépendantiste, c'est quand même très particulier, estimé de ses pairs. Je pense qu'il s'estimait prêt à exercer la présidence du gouvernement, mais je suis convaincu, connaissant un peu sa personnalité, qu'il n'est pas allé au gouvernement pour d'abord subir un échec à la présidence et ensuite
jouer les seconds rôles. C'est pour lui, il servira toujours son pays, mais il a d'autres choix qui probablement peuvent lui être offerts. Sa démission me paraît naturelle. Alors, elle n'est pas sans effet, puisque sa démission entraîne son remplacement au gouvernement. Donc, ce sera quelqu'un de l'éveil océanien. Et alors, ça pose une deuxième question, puisque... Quelles seront les incidences de cette élection de la présidence du gouvernement sur l'élection du président du Congrès? Absolument. Le président de l'éveil océanien fait une déclaration selon laquelle il souhaite que, pour l'équilibre des forces politiques dans les institutions, il souhaite que la présidence du Congrès soit exercée par un non-indépendantiste, mais à condition que les non-indépendantistes, c'est-à-dire les loyalistes et Calédonie Ensemble, se mettent d'accord. Avec un candidat unique. C'est une condition, oui, avec un candidat unique. Et on n'a pas vraiment l'air d'être parti sur cette voie-là. On a eu l'annonce ce matin de Virginie Ruffnac. Oui, mais je pense qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Alors, est-ce que cette candidature était acquise, approuvée ou pas? On verra par la suite, mais il y a encore quelques jours qui séparent la présidence du Congrès. En tous les cas, ce serait tout de même une drôle de position que d'avoir, par la démission d'un membre de l'Union calédonienne, un membre de l'Union océanienne qui monte au gouvernement, et dans le même temps, son parti au Congrès fait remplacer le président du Congrès et personnalité de l'Union calédonienne. Donc on verra. La politique est pleine de surprises, vous savez. Ça, les prochains jours promettent d'être... Oui, à chaque jour suffit sa peine en politique. Oui, oui. Autre question, est-ce que le gouvernement actuel indépendantiste va pouvoir se passer d'un recours à l'aide de l'État, étant donné les finances actuelles et l'urgence sanitaire? Alors, on voit mal comment. Alors, on peut avoir toutes les meilleures volontés du monde. Moi, je suis persuadé qu'évidemment, dans l'esprit de Louis Mapou, il n'est pas question de tendre la main à l'État, parce qu'il est indépendantiste, qu'on est en campagne électorale à l'issue de laquelle il veut convaincre les électeurs qu'on peut se passer de la France. Donc comment pourrait-on se passer de la France après, alors qu'on n'a pas été capable de se passer de la France avant? Oui, mais il y a quand même la dette coloniale à régler. Comment? Il y a la dette coloniale à régler. Oui, non, mais la dette coloniale, ça y est, ça ne peut pas tout excuser dans tous les pays qui sont en décolonisation ou qui ont été décolonisés, ça ne peut pas tout justifier. Voilà. Et je crois que Paris a bien mis les points sur les i au cours de la réunion qui s'est déroulée à la fin du mois de mai. Les choses sont claires. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut toute seule se sortir du mauvais pas budgétaire dans lequel elle est? Je rappelle que le budget n'a pu être équilibré que grâce à une subvention annoncée de 10 milliards qui a été votée à la loi de finances à l'Assemblée nationale, 10 milliards de CFP en soutien, en participation aux frais d'hébergement dus à la contrainte Covid. Qui est venu s'ajouter aux 28,5 milliards Oui, mais là, c'était une intervention directement budgétaire. C'est pas rien, 10 milliards. Et donc, ça a permis d'équilibrer le budget, au moins le budget qui a été arrêté par le haut-commissaire sur avis de la Chambre territoriale des comptes. Mais ce budget n'a pas tout réglé. Il ne règle pas pour l'instant la dette abyssale. Elle est de 34 milliards, 33-34 milliards, la dette abyssale de la CAFAT et le déficit annuel abyssal de la CAFAT qui contraint les régimes, notamment le RUAM, et les établissements de santé à des mesures drastiques. Et en particulier, tout le monde a annoncé que les fournisseurs des hôpitaux, des établissements hospitaliers publics ne seraient pas payés à partir du mois d'août. Quid des salaires, quid du reste, avec en plus des médecins qui partent en Polynésie, qui rentrent en métropole parce que le régime d'internement, entre guillemets, dû au Covid, ne leur permet pas une vie sociale qu'ils espéraient. Et donc, déjà, pour régler ce problème qui est patent, qui va générer des petites ou des grandes catastrophes en Nouvelle-Calédonie, quel est le recours budgétaire possible? On ne peut pas augmenter les impôts directs avant 2022. On peut augmenter les impôts indirects. On peut augmenter la TGC de 4 ou 5 points, ce qui va renchérir le coût de la vie
Et vous savez, ce sont les petits salaires qui payent dans ce cas-là, hein, ce n'est pas les gros salaires. Voilà. En tout cas, ce sera la première urgence à gérer pour ce gouvernement indépendantiste. Il y en a d'autres qui ont été Oui, il y en a cités. d'autres. Il y en a d'autres. Bah, oui, on a cité également le régime d'hébergement en hôtel pour les personnes qui rentrent dans le territoire. 700 millions de francs par mois, ça a été coûte précisé. 700 millions de francs par mois. Alors il y a une solution, hein, il y a une solution qui est d'imposer à chacun la prise en charge de sa propre quatorzaine ou sa propre septaine. Vient se catapulter avec la compétence sanitaire, le droit d'aller et venir, qui est un droit constitutionnel. Et ces contraintes sur le territoire de la République, elles sont levées à partir du 30 septembre. Alors, on a confié au haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie des compétences particulières qui permettent d'ajuster les choses avec la Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que tout cela pourra tenir? En tous les cas, les vaccins sont fournis par la France. Est-ce qu'on va refuser les vaccins de l'État? Ils sont gratuits, ça coûte des centaines de millions. Est-ce qu'on va régler de cette manière, sans une nouvelle aide de l'État, le régime d'hébergement? Et je passe sous silence le reste, parce que on a aujourd'hui une compagnie aérienne qui est au bord de la faillite. Je ne vois pas comment on va la sortir de ce mauvais pas. Elle a des contraintes financières, des remboursements à effectuer, elle a licencié une partie de son personnel. C'est un élément essentiel en dépit de ce que peuvent penser certains Calédoniens d'Air Calédonie. C'est la seule compagnie qui nous permet d'échapper à l'isolement. Ça fait partie aussi des besoins financiers, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que des apports financiers. Rapide. Très bien. Alors, comment pourrait se passer la collégialité jusqu'au référendum? D'autant plus si on a éventuellement un congrès loyaliste et un gouvernement indépendantiste. Alors, le gouvernement, les relations sont un peu plus feutrées. On est dans un cercle plus intime, en quelque sorte, hein, plus étroit, disons, où les relations directes sont quotidiennes, et donc on apprend aussi à se connaître. Mais il n'empêche que nous sommes en campagne électorale pour l'ultime référendum qui va déterminer si la Calédonie devient indépendante ou si elle reste dans la France. C'est-à-dire que c'est vraiment le référendum le plus important de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à présent. Et chacun est en campagne électorale. Et donc, il va y avoir des décisions au gouvernement qui vont probablement aller dans le sens de flatter les partisans du oui, ou ceux qui sont potentiellement partisans du oui. C'est ainsi le jeu de la politique et des décisions à caractère politique. Et puis, il y aura une partie du gouvernement qui fera l'inverse, ou qui combattra des mesures qui pourraient être démagogiques, ou qui, en tous les cas, seraient par trop politiques. Et donc, je pense que ce sera une drôle de collégialité. Une drôle de collégialité dans laquelle chacun va se regarder un peu, pas de travers, mais avec circonspection, auquel s'ajoutent peut-être les relations particulières qui vont s'établir entre l'UNI et l'Union calédonienne. Bref, au total, encore une fois, je pense qu'il va y avoir une drôle de collégialité. Et alors, ce gouvernement, jusqu'à quand peut-il durer? Est-ce qu'il peut tomber? Alors, dans les textes, compte tenu de la révision qui est intervenue à la suite des manœuvres électorales, c'est le Conseil d'État qui l'a dit, des missions à répétition, c'était avant l'installation de Philippe Germain au gouvernement. Pendant 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2022, il ne peut pas y avoir de chute du gouvernement pour les mêmes raisons qui se sont passées au début du mois de février, c'est-à-dire la démission collective de toute une liste et donc l'incapacité du gouvernement à exister. Ça, c'est interdit par la loi jusqu'au mois de juillet, au début du mois de juillet 2022. C'est 18 mois, c'est ça? 18 mois. Donc, dans cet intervalle, il me semble que le gouvernement peut être soumis à une motion de censure, puisque, autant que je me souvienne, la modification de la loi organique ne vise que la démission collective, mais on peut estimer que ce gouvernement, il va probablement perdurer jusqu'en juillet 2022. C'est une date qui sera au-delà du référendum,
C'est-à-dire qu'en juillet 2022, soit la Calédonie est en route vers l'indépendance, on est dans les 18 mois pour préparer l'indépendance, soit la Calédonie reste dans la France et on est dans les 18 mois pour préparer le nouveau statut et l'atterrissage du gel du corps électoral. Ouais. Jusqu'en juin 2023, c'est ça. D'ici juin 2023, il y aura le référendum de projet. Oui, mais l'atterrissage du corps électoral, il va se produire beaucoup plus rapidement, puisque l'accord de Nouméa a juridiquement cessé à la fin du 3e référendum. On perdure les institutions, le principe de continuité jusqu'à oui, nouvelle bien sûr, organisation continuité des services publics, etc. Et puis il y aura un deuxième événement qui devient de plus en plus incertain, c'est l'élection à la présidence de la République. Et donc depuis des mois et des mois, l'ensemble des médias prévoit un deuxième tour avec un face-à-face à nouveau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les régionales qui viennent de se dérouler ont complètement rebattu les cartes. Alors peut-être que ce sera le cas, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Cette deuxième hypothèse n'était pas envisageable avant les régionales, elle est envisageable aujourd'hui. Ce qui peut modifier la donne dans un cas ou dans l'autre, l'accession de la Calédonie à l'indépendance ou la préparation d'un nouveau statut et l'atterrissage de la réforme électorale. Je vais vous citer un exemple. Le seul des candidats aux présidences de région qui ont été réélus, c'est Xavier Bertrand. Xavier Bertrand s'est longuement exprimé sur la Nouvelle-Calédonie il y a plusieurs mois. Il a constaté le fait que les institutions calédoniennes étaient à bout de souffle. On était arrivé au bout de l'accord de Nouméa et il avait pris position pour une meilleure adaptation des provinces au pouvoir à exercer en Nouvelle-Calédonie. Il prône, oui, effectivement, type de prééminence provinciale. oui, alors il exprimait pas ça comme ça, mais... pas comme ça. Il prend fait et cause pour une différenciation provinciale, une différenciation territoriale adaptée à la Nouvelle-Calédonie, ce qui va dans le sens de davantage de pouvoir aux provinces. Alors une dernière petite remarque, l'élection donc de Louis Mapou a eu lieu un 8 juillet, qui est, coïncidence heureuse ou malheureuse, la date de la table ronde de Nainville-les-Roches. Oui, alors j'ai entendu des journalistes, d'ailleurs parfois des élus, faire tout un plat de Nainville-les-Roches. Il faut savoir que Nainville-les-Roches, ça a été un gros plof, un non-événement. Que la délégation du RPCR qui était à Nainville-les-Roches voulait repartir le lendemain de l'arrivée de Nainville-les-Roches, après que Jacques Lafleur se soit entretenu avec Georges Lemoine, parce qu'il n'acceptait pas les principes qui étaient proposés à Nainville-les-Roches. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'accord de Nainville-les-Roches, il y a eu des acceptations. Il n'y a pas eu de documents signés, il n'y a pas eu un accord de Nainville-les-Roches. Nainville-les-Roches, sur le plan politique, a été un gros flop. Un non-événement. Sauf pour les indépendantistes qui ont réussi à faire valoriser auprès des partenaires qui restaient, le RPCR n'étant plus dans la course, deux principes qui ont pesé lourd dans la suite des événements. Ce qu'ils ont appelé le droit inné et actif du peuple kanak à l'indépendance. Et donc c'est revenu quelques mois plus tard, donc à partir de novembre 1984. Et puis le principe des victimes de l'histoire. Et Jacques Lafleur écrit dans la Siégée, dans un de ses livres, moi je ne suis pas une victime de l'histoire, je ne serai jamais une victime de l'histoire. Et je peux vous dire, moi non plus, je ne suis pas une victime de l'histoire. Mais on a fait accepter par ceux qui restaient à Nainville-les-Roches ce principe qui est contesté par la majorité des Calédoniens, qui ne sont pas des victimes de l'histoire. Pas des victimes de l'histoire, voilà. Donc Nainville-les-Roches a été évoqué, c'est effectivement la même date, mais je comprends que des indépendantistes puissent l'évoquer. Droit inné et actif à l'indépendance, et puis les autres des victimes de l'histoire. Oui, c'était pour eux plutôt un succès. Merci beaucoup Gaby Briot pour tous ces éclairages, et puis on se retrouve à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Prochaine émission.